les céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle de l'autosuffisance à la ferme, une stratégie payante pour le producteur et durable pour l'agriculture et la santé des sols. Bienvenue à Zone Agricole. L'autosuffisance à la ferme, c'est de proposer diverses solutions pour optimiser l'utilisation des ressources produites à même l'exploitation agricole pour l'alimentation des animaux, comme par exemple les fourrages. C'est une démarche vers l'autonomie alimentaire pour dépendre le moins possible des intrants. C'est l'esprit d'une économie circulaire. C'est en fait être maître chez soi. Pour en parler, nous recevons tout à l'heure Nathalie Gentes, présidente de Belle-Île Solutions Nutrition Animale, dont la compagnie a pour objectif de transmettre son savoir et son expertise technique, tout en s'impliquant de très près dans l'émergence, la croissance et le succès de leurs clients. Mais dans cette émission, vous le savez, Guy Duval va nous rejoindre pour la revue de presse, Yann Turmine pour la chronique éditoriale. Nous avons un Zoom économique comme à chaque semaine et on reçoit cette semaine justement le propriétaire du foie gras canard goulu. Et nous avons auparavant notre rencontre avec Simon. Comme chaque semaine, Simon, il va nous parler du survol de la vie des fermes et de notre relation à l'autosuffisance alimentaire. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Oui, alors Simon, moi j'aimerais ça savoir, on sait que les compagnies, elles ont maintenant pour certaines, notamment pour les clientes de Belle-Île, un certain mantra en fait, autour de l'autosuffisance alimentaire. Mais l'autosuffisance, finalement, c'est vieux comme le monde, ça. Oui. Alors la ferme, dans l'image populaire, la ferme traditionnelle, c'est un bon cultivateur qui fait ses foins. Il fait ses foins pour nourrir ses animaux, ses fourrages. Maintenant, ça, à ce moment-là, on parle d'une agriculture avec sol. Les aliments des animaux sont produits sur la ferme. Mais à côté de ça, il y a l'agriculture sans sol, qui est plutôt de type industriel, les grands élevages. Et là, c'est toute une autre histoire. On peut la résumer en grandes étapes. Avant 1950, effectivement, l'élevage, c'était comme se débarrasser des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. C'était un peu, au lieu de payer pour se débarrasser de nos déchets, on les donnait aux animaux. Qu'est-ce que c'était ces déchets-là? Si on parle de minoterie, c'est l'enveloppe des grains, le son qui était donné aux animaux. Si on parle de la distillerie et les brasseries, une fois qu'on a extrait l'alcool des grains, ce qui reste, on appelle ça de la drèche, c'était donné aux animaux. On peut même parler aussi des déchets d'abattoir. Alors, l'élevage industriel était perçu comme une façon de se débarrasser de nos sous-produits de l'agroalimentaire. Tout a changé après la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça, c'est à peu près autour des années 50. Ça a été comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à l'année fatidique, 1994, la crise de la vache folle, où, justement, on a fait un lien entre la santé animale et la santé humaine. Parce que les animaux étaient nourris avec des déchets d'abattoir, entre autres la moelle épinière, les cerveaux. Il y a eu une crise sanitaire, il y a eu des gens qui ont été atteints. Donc là, à ce moment-là, les gens ont fait un lien, santé animale égale santé humaine. Alors, à ce moment-là, ça a évolué rapidement. Et on parle depuis peut-être les années 2000 d'une alimentation fonctionnelle. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que si nos animaux sont bien nourris, d'une alimentation équilibrée, avec tout ce qu'il faut pour être en santé, on améliore la santé des animaux, on améliore évidemment les rendements, on n'a pas de risque pour la santé humaine et aussi, paradoxalement, ça peut avoir un effet sur l'environnement. Parce que une ration pour une vache laitière, ça peut compter jusqu'à 50 éléments différents, en petite, moyenne et minime quantité, et ça peut avoir un effet sur la production de méthane par les bovins. Donc, on voit qu'il y a eu une très grande évolution entre une alimentation conçue comme se débarrasser de déchets et une alimentation très équilibrée, plus rentable, meilleure pour l'environnement et la santé de tout le monde. Et c'est là que les fermes ont commencé à s'interroger sur l'importance des intrants ou l'importance d'autoproduire à la ferme. On y reviendra tout à l'heure dans notre revue avec Nathalie Gentes. Merci Simon. Merci. On va recevoir maintenant Guy pour la revue de presse.
Alors Guy, dans la revue de presse de cette semaine, on va entre autres s'attarder à la Commission de la protection des terres agricoles du Québec qui s'est fait un petit peu flageller par le vérificateur général. On n'a pas été tendre avec la CPTAQ cette semaine. On peut dire que c'est le Far West un peu, parce que le Far West, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans le temps des cowboys, il n'y a pas de loi, les règlements ne sont pas respectés. C'est très inadéquat dans le fond. Alors, on va parler qu'est-ce que c'est la commissaire ou bien la commissaire au développement durable qui s'appelle Mme Jannick Lambert. Au niveau de la loi du vérificateur général, il y a un adjoint au vérificateur général qui s'appelle la commissaire. Elle, son rôle, c'est tout simplement de pouvoir faire un peu des enquêtes, des audits, et de faire le tour de tout ce qui concerne les entités qui peuvent toucher au développement durable et faire un rapport annuel. Et tandis que la CPTAQ, qui est la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, elle a comme mission de pérenniser le territoire, dans le sens sur les activités agricoles, donc la protection, les activités, introduire cet objectif au cœur des préoccupations de la collectivité. Là, la commissaire n'a pas été tout à fait tendre dans son rapport, en fait, envers eux. Non, justement, c'est très facile d'être un contrevenant au Québec sur les terres agricoles parce qu'il y a beaucoup de gens qui enterrent des produits contaminés sur les terres agricoles. Dans les sablières, c'est la même affaire. Et même, il y en a qui vont jusqu'à couper des arbres dans une érablière et qui n'ont ils ont des ordonnances, mais accepté que la Commission des terres agricoles... Il n'y a pas de suivi de la part de la CPTAQ. Ils font une ordonnance, mais pour avoir... ils font une infraction, mais pour avoir une punition, il faut qu'ils aillent au procureur général. Mais actuellement, ça ne se fait pas. Mais dans l'historique, d'ailleurs, la vérificatrice générale, la VG, en fait, elle semblait dire que c'est quelque chose qui est pérennisé, parce qu'on nous parle depuis 1994. On note ces défauts-là, en fait. Absolument. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune recommandation qui est faite au MAPAC depuis ce temps-là pour justement durcir un peu, par rapport aux contrevenants. Alors, depuis 5 ans, il y a eu 116 infractions et puis il n'y a eu absolument rien comme tel, comme infraction monétaire ou autre. Donc, 21 des dénonciations, parce que tu peux être dénoncé soit par un individu ou bien soit par une municipalité. Sinon, il ne se passe absolument rien. Alors, 21 des dénonciations reçues depuis 5 ans sont toujours en cours. 90 dossiers depuis 10 ans sont encore en étude. Alors, le pouvoir qu'ils ont, il est très... c'est très peu. Alors, il semblerait que le MAPAC connaît les enjeux depuis plusieurs années, donc oui. On va pouvoir suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois, voir si des décisions seront prises dans ce sens-là. On vous invite aussi à aller lire des textes très intéressants sur la vie agricole en lien avec ce sujet. J'en ai écrit un et Yann Turmine a fait une très bonne chronique qui d'ailleurs donne la note E au MAPAC, malheureusement. Ouais. Alors, on parle de nutrition animale et d'autosuffisance à la ferme et on a pour invité dans notre grande entrevue de cette semaine Nathalie Gentes, bonjour, la présidente de Belle-Île, et Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon. Dans un premier temps, Nathalie, peut-être pour justement expliquer aux téléspectateurs, qu'est-ce que c'est la définition de l'autosuffisance à la ferme, en fait? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ferme d'élevage animal, c'est constitué de 3 systèmes qui vont contribuer à l'autosuffisance à long terme. Les sols, les cultures puis les animaux. L'autosuffisance, ça veut dire d'optimiser la productivité et l'utilisation de ces 3 ressources de façon à limiter l'achat d'intrants à l'extérieur de la ferme. Dans le contexte où on a des animaux à nourrir, on va viser à ce que les terres de la ferme fournissent toutes les cultures qui vont alimenter le troupeau. Donc, par exemple, pour une ferme laitière, on va cultiver sur les terres des plantes fourragères pérennes, des céréales, du soya. La ration des vaches laitières va contenir un maximum de plantes fourragères de façon à utiliser la capacité de digestion des vaches
pour transformer de l'herbe en lait. Et pourquoi c'est si important pour un producteur agricole, finalement, d'être autosuffisant sur sa ferme? Bien, c'est très important parce que ça permet aux producteurs de diminuer ses coûts de production, ses coûts d'alimentation, souvent de plusieurs dizaines de milliers de dollars par année. Puis c'est aussi une façon de diminuer ces risques par rapport à la fluctuation des prix des intrants sur le marché. Donc, et comme ça vient de sa ferme, est-ce qu'on pourrait traduire ça par c'est une économie circulaire, en fait? C'est une économie, oui. On peut dire doublement parce qu'on a des animaux qui, par leur déjection, vont permettre d'enrichir les sols, qui supportent la production des plantes, qui vont nourrir les animaux, puis les animaux vont produire le lait ou la viande. Michel, toi qui as été assez longtemps dans le milieu agricole à différents postes, notamment au MAPAC, est-ce que c'est une méthode qui est connue de longue date, ça, de s'intéresser à ce que produit la ferme pour faire cette économie circulaire? Je dirais que c'était le modèle. Le mot n'existait pas nécessairement dans ce temps-là, mais c'était le modèle dominant et largement dominant. La ferme était beaucoup orientée vers alimenter son bétail, et elle était d'ailleurs plus diversifiée. Jusqu'aux années, on peut dire 80, où il a commencé à y avoir, d'une part, et Simon parlait, le modèle production sans sol, donc les éleveurs de porc en bâtiment, et même chose pour le volaille. Et là, on a commencé à avoir un déplacement. Les fermes, je dirais, de la région plutôt plus près des basses terres du Saint-Laurent, catégorie supérieure, ont été plus consacrées aux productions intensives végétales. Et là, on a vu un déplacement. C'est là que les intrants ont pris beaucoup de place dans les années 80. C'est là qu'on a commencé à avoir deux modèles d'agriculture, là, si on peut appeler ainsi. Et quels sont, Nathalie, la part dans vos clients? Est-ce qu'ils sont tous autosuffisants à la ferme? Est-ce que vous avez des clients qui partagent ça, qui reçoivent quand même des intrants? Comment ça se répartit dans un monde moderne? En fait? Bien, il faut dire que l'autosuffisance, ça se réalise par étapes. Ça passe par la planification puis par un accompagnement qui va tenir compte des objectifs de l'entreprise puis de sa situation actuelle. Je dirais que nos clients vont être autour de 85 d'autosuffisance jusqu'à presque 100 là, pour ceux qui sont les plus avancés. Est-ce que ça fait partie d'une rentabilité aujourd'hui? Si on est autosuffisant, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est plus rentable, autosuffisant? Bien, c'est un des facteurs. La rentabilité d'une ferme, ça dépend d'une multitude de facteurs, puis il y en a plusieurs que le producteur ne contrôle vraiment pas, si on pense à la météo ou au prix des marchés. Mais assurément, en contrôlant plus de paramètres, parce qu'on est plus autosuffisant, on va contribuer à la rentabilité. Peut-être aussi la durabilité, parce que le terme rentabilité à long terme prend une connotation de durabilité. Donc, meilleur entretien des sols, meilleure qualité d'environnement. Alors, il y a différents facteurs qui jouent et qui font partie de cette rentabilité. Même des facteurs géopolitiques, parce que comme Nathalie nous dit, les intrants peuvent changer de prix en fait en fonction de ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde aussi. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. S'il arrive quelque chose de majeur sur le plan géopolitique, ça a un impact sur la ferme ici aussi. C'est exact. Et ça... il y a aussi le contraire qui arrive. Il arrive des moments où on dit « Ah, ça vaudrait la peine, à un moment précis, de devenir acheteur à l'extérieur et moins produire. » Mais ça, là, en agriculture, on vit avec ces incertitudes-là. Là. On est obligé de faire le calcul à long terme. Hein. Si on ramène ça au quotidien du téléspectateur qui écoute l'émission aujourd'hui, qui se dit « Moi, je suis un consommateur », est-ce qu'on peut ramener ça, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire, ça c'est un mot qui circule beaucoup au Québec, est-ce qu'on peut ramener ça aussi au consommateur qui peut aller au supermarché ou qui peut décider de faire une partie de sa production dans son jardin? Il est autosuffisant, du coup? En partie, on peut dire qu'il y a ça m'étonnerait qu'on en arrive à avoir, avec notre jardin domestique au Québec, un niveau d'autosuffisance à ce point-là. C'est très, très différent d'alimenter un troupeau laitier là, et de prévoir les réserves pour l'hiver, alors que... Voilà. Mais l'exemple tient quand même, pour une partie, certainement. Puis Nathalie, c'est peut-être plus compliqué aussi. Recevoir des intrants, c'est comme recevoir des choses de l'épicerie, c'est plus facile. Est-ce que de dire, je suis sur une ferme, j'ai des intrants, je règle facilement, j'achète à telle ou telle compagnie ou telle coop, puis, où je m'organise. Est-ce que c'est plus dur de s'organiser à la ferme ou...
Bien, la définition de ce qui est compliqué est différente d'une personne à l'autre, évidemment. Puis ça dépend encore une fois des objectifs de chaque ferme. Si vous me demandez est-ce que ça prend des connaissances du savoir-faire et de l'accompagnement, la réponse c'est oui. Est-ce qu'il faut faire des choix, adapter des cultures au type de sol, par exemple, savoir comment formuler des rations avec beaucoup de fourrage, quel type de fourrage on doit produire. Ça, c'est très important. Ça apporte, est-ce que l'autosuffisance, elle apporte des avantages? Michel l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, au niveau des troupeaux, au niveau des sols, dans l'accompagnement, on va dire technique, que j'imagine que vous apportez ou vos conseillers apportent, ça fait partie aussi du plus. J'imagine que le producteur, quand il dit « moi, je veux devenir autosuffisant », c'est parce qu'au-delà de baisser ses coûts, il est gagnant sur la qualité de ses troupeaux. Il y a plein d'avantages, évidemment, là, au niveau... Les sols sont la base de ce système-là. Le fait de cultiver des plantes fourragères va faire en sorte qu'on améliore la fertilité, la structure des sols, on va limiter l'érosion, on va préserver même la qualité des cours d'eau. Pour les vaches laitières, bien souvent, les vaches qui sont nourries avec plus de fourrage vont avoir une meilleure santé, vont vivre plus longtemps. Vont produire même un lait qui est de meilleure qualité, souvent. Fait qu'en résumé, moi, je pourrais dire qu'une ferme autosuffisante, c'est bon pour le producteur, c'est bon pour le consommateur, puis c'est bon pour la planète. Ouais, mais en termes d'agriculture durable, justement, dans cette période où on nous parle tant de développement durable, l'agriculture durable, ça fait partie de la solution d'agriculture durable, en fait. Ah, tout à fait. Ça fait partie de la solution parce que, évidemment, on déplore aujourd'hui le fait qu'on a trop spécialisé dans une partie du Québec nos sols vers de la grande culture. Et là, on essaie de réintroduire des plantes pérennes dans ce processus-là. Donc, on s'est aperçu qu'on est allé un petit peu loin. Alors, la durabilité, bien évidemment, le modèle de ferme autosuffisante en est un très bon exemple. Je sais que Michel, dans plusieurs entrevues qu'on a fait ensemble, tu as souvent dit les producteurs québécois, c'est des acheteurs, entre guillemets, des acheteurs de tracteurs, là, parce que, soi-disant, les producteurs québécois aiment beaucoup acheter du matériel neuf comparativement à d'autres provinces au Canada ou autres. Est-ce que la dynamique, c'est ça aussi, c'est qu'au Québec, de façon plus naturelle, les producteurs, ils aiment bien acheter des intrants, c'est plus simple, on achète des tracteurs neufs, on achète des intrants. Est-ce que c'est ça la mentalité ou ça tend à changer? Je crois que c'est pas ce qui a amené cette spécialité-là. Ce qui a amené la spécialité, dans le fond, c'est le fait qu'à un certain moment, on proposé des programmes qui favorisaient, par exemple, l'implantation du maïs grain. Je donne un exemple, qui est un gros exemple dans le sens où ça occupe une partie très, très importante des basses terres et pour lequel la rentabilité économique à court terme était un facteur là, important. Donc, dans un sens, oui, mais c'était pas un joujou. C'était quelque chose pour lequel il y avait véritablement un lien entre sol, visible tout de suite production et rentabilité. Il y avait ce lien-là, effectivement. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Un plaisir. Alors, Sébastien Lesage, bonjour. Vous êtes le propriétaire de Canard Goulu. On est content de vous recevoir sur le plateau pour en savoir un petit peu plus d'abord sur l'entreprise. On va parler un petit peu de certains événements qui s'en viennent aussi ces jours-ci autour de votre compagnie. Mais dans un premier temps, depuis quand ça existe, Canard Goulu? Maintenant 27 ans. 27 ans déjà? Oui, on sent vieillir. Pas tant que ça. Mais l'avenue, est-ce que Canard Goulu, c'est 27 ans, mais est-ce que c'est par vous que le foie gras est arrivé au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui était un produit connu au Québec, le foie gras, avant vous? Peu. On était, on peut dire, des pionniers. Il y avait quelques petites entreprises qui existaient. Moi, l'amour du canard a commencé à 8 ans, puis avec mes parents, on a des amis français, on a découvert le foie gras, puis c'est là que ma passion s'est développée, autant pour le canard que pour le foie gras. Oui, parce qu'à l'origine, vous n'êtes pas du tout du milieu, vous êtes avocat de formation. Oui, donc vous êtes venu vers la production, on va dire, agricole, enfin la production agroalimentaire, complètement par hasard, en fait, par goût de l'enfance? Oui, le goût de se lancer en affaires au départ, et ensuite l'agriculture, c'était pas loin derrière, et combiner mes passions de la transformation alimentaire, la cuisine,
avec le canard et le foie gras. Et il y avait un marché à développer ici au Québec. On parle de fin des années 90, là, c'était très peu connu. Oui, ou fin des années 90, où il y avait encore un terroir assez méconnu, même au niveau des fromages, il n'y avait pas encore grand-chose de tout à fait développé. Oui. Aujourd'hui, Canard Goulu, c'est quelle taille d'élevage? En fait, on parle de combien de têtes de canard? On produit 40 000 têtes par année. Donc, c'est un abattage à toutes les semaines. On a notre propre abattoir sur la ferme. Ça, c'est une belle fierté aussi là, d'avoir nos installations d'abattage. Donc, on fait plus ou moins 800-850 têtes semaine. Pour, en partie, le foie gras, qui est quand même un élément super important dans notre production. Quand vous dites sur la ferme, est-ce qu'on parle de Saint-Apollinaire? Parce qu'en fait, moi je suis en allé vous visiter déjà il y a quelques temps. Il y a la boutique, en fait, à Saint-Apollinaire. Très belle boutique dans la maison en pierre avec, il y a la ferme récréo-touristique qui est derrière. Est-ce que c'est au même endroit, dans le même secteur, en fait, où vous avez la ferme, l'abattage? Tout a démarré à Saint-Apollinaire, sauf que l'abattoir, on l'a construit un peu plus loin, sur une ferme qu'on a achetée pour installer nos canards. Au fur que les années ont passé, donc c'était à 15 minutes, tout dans la région de Lobinière. Nos activités se passent là, oui. Dans la distribution du foie gras, on peut l'acheter effectivement à la boutique à Saint-Apollinaire. C'est une boutique plus touristique, mais c'est une boutique. Vous êtes sur la rue Maguire, ici pas loin. Vous avez même rénové récemment, je pense, quand vous avez vu transférer d'un bout de la rue à l'autre bout de la rue. Oui. Est-ce que sinon le Canard Goulu, on le retrouve où dans plusieurs bannières, en fait? Bien, aussi au Grand Marché. On a une boutique au Grand Marché de Québec. Et sinon, on fait un mélange de vente aux restaurateurs, vente directe avec nos 3 boutiques, et aussi vente dans les boucheries, les épiceries fines et les grandes surfaces. Et puis, est-ce que vous diriez que le foie gras est un mets régulier aujourd'hui? Le foie gras, ça a été connu comme un mets de la période des fêtes. Mais là, du fait que vous avez des magasins ouverts à l'année, est-ce que les gens achètent? Ça n'achète plus, j'imagine, à Noël, mais est-ce que ça achète toute l'année quand même? Est-ce qu'il y a des pics dans l'année? C'est clairement un mets festif, un mets vendu et puis consommé principalement dans le temps des fêtes. Ça, c'est indéniable. Mais on essaie de démocratiser le plus possible le canard dans son ensemble et le foie gras aussi. Donc, sur des croûtons du foie gras en plein été, pourquoi pas, c'est super bon. Puis, actuellement, on est en plein festival du foie gras. Vous dire, il y a le festival du foie gras, je crois jusqu'au 12 mai prochain. Oui. Donc là, ça veut dire que dans vos boutiques, il y a des événements particulier par rapport à ça? Oui, tout ce qui est à base de foie gras est en promotion. On a aussi des ateliers avec des chefs de renom qui vont se donner deux ateliers ce week-end. On a une association avec 8 grandes tables de Québec qui offrent des plats signatures à base de foie gras. On a ressorti un classique qui était notre rouleau de foie gras au confit de canard et pruneau, donc spécialement pour l'événement. Et la terrine, le produit que je fais de mes mains, la terrine de foie gras au Calvados, entièrement. Alors justement, vous parlez de gastronomie. On vous reverra dans notre entourage au mois de septembre prochain. On reçoit le chef Marc Vera sur une invitation de la Vie agricole. Et vous êtes participant à la semaine de Marc Vera. Donc, on parlera de vous et de Marc Vera et du canard et du foie gras très bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Alors Yann, dans cette émission, on a appris beaucoup de choses, entre autres sur le foie gras, mais préalablement sur la nutrition des animaux de façon plus globale. Simon nous explique ça depuis la Seconde Guerre mondiale, l'évolution. Mais effectivement, est-ce que nourrir les animaux aujourd'hui, c'est juste nourrir les animaux? Salut Yannick. Non, c'est plus que ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, étant moi-même ayant fait ma carrière en nutrition animale, et puis je continue encore aujourd'hui à le faire. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué, un peu Simon en a parlé, jusque dans les années 90, l'alimentation animale était essentiellement à avoir de la performance. On avait une équation, plus un animal était performant, ça devait plus donner de lait, plus donner de la viande, plus le producteur allait faire de l'argent. On s'est concentré essentiellement de ça. Et c'était aussi une industrie qui était contrôlée principalement par des multinationales. Là, à partir des années 70, là, les multinationales ont pris, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à faire là-dedans, ont pris cette industrie-là.
En 90, là, il est arrivé des gouvernements pour des questions environnementales ont commencé à mettre des normes là, au niveau des animaux, notamment sur les rejets de phosphore. On s'est aperçu là, qu'en Europe, c'était des rejets d'azote. On s'est aperçu que les sols devenaient, entre guillemets, contaminés, beaucoup trop de phosphore à cause des déjections des animaux. Et on a trouvé en nutrition animale qu'on pouvait influencer ça. Alors, ça s'est traduit par une biotechnologie qui était les enzymes. On s'est aperçu qu'on pouvait mettre dans les aliments, une enzyme, puis ça permettait de réduire les apports de phosphore aux animaux, dont moins d'éjection. Et ça a été un virage important. Après ça, il y a eu la vache folle, qui a été un signal incroyable au niveau qu'on s'est aperçu que l'alimentation animale pouvait avoir un effet sur la santé des humains. Même si c'était marginal, les médias se sont emparés de ça et ça. Alors ça, c'était un grand changement. Et là, on a vu un virage aussi qu'on s'est aperçu, là, même si les chercheurs nous disaient depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que la nutrition a fait quasiment partie du virage écologique? Parce que depuis les années 2000, on parle beaucoup d'écologie quand on parle d'agriculture. Puis là, il y a toute la formule du 4 pour 1000 qui nous explique finalement que l'agriculture fait partie de la solution. Est-ce que la nutrition fait aussi partie de la solution? C'est principalement par la nutrition, la façon qu'on alimente les animaux. Nathalie Gentès l'a expliqué, la notion d'autosuffisance. Mais on s'aperçoit là, que de la façon qu'on alimente les animaux aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus une question de performance. Nos choix en termes d'alimentation impactent l'environnement, impactent la santé des animaux, impactent la santé des consommateurs. On n'a rien qu'à penser les aliments enrichis d'oméga 3. C'est grâce à une alimentation qui est faite avec des oméga 3. Alors, tout ça fait aujourd'hui que l'alimentation animale n'est plus qu'une question de performance. Il y a beaucoup d'autres choses, ce qui a rendu aussi plus complexe, là, c'est le fun pour quelqu'un comme moi, c'est passionnant. Parce que ça demande, finalement, pour le producteur, lui, ça lui demande plus de soutien, en fait, plus d'accompagnement. Oui, absolument, puis ça lui demande de changer les méthodes et tout. Mais ce qui est fantastique, on les connaît, les méthodes. Je veux dire, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à travers les années. C'est allé très, très vite. Les biotechnologies ont rentré là-dedans. Alors, on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent là, d'arriver à des choses incroyables. Et même la crise climatique, et puis ça, les Français, à partir des années 2000, l'ont très bien identifié. Là. Si on... le fameux 4 pour 1000, ça veut dire que si on augmente si on a plus de culture pérenne, on réduit les effets. Merci beaucoup Yann et à la semaine prochaine pour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous recevoir chaque semaine dans Zone Agricole. Les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole.